Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors je suis Grace Saunier, j'ai quitté la France pour m'installer au Cameroun et entreprendre afin d'accompagner la diaspora à réussir leur projet immobilier au Cameroun. Dans ce vaste projet, la création de cette chaîne YouTube qui a pour but de démystifier certains sujets, comme par exemple aujourd'hui la question du titre foncier, et pour que vous évitiez de tomber dans ces pièges que l'on entend très souvent de ventes multiples, d'escroqueries. Et je laisse place à ma conversation avec Monsieur Ewanet. Merci déjà. Merci pour l'intérêt que vous accordez pour les questions foncières de manière cadastrale. Je suis Ewanet André-Marie, délégué départemental des domaines du cadastre des affaires foncières du département du Voré. Merci. Alors, qu'est-ce que le cadastre? Globalement, le cadastre donc a cette mission de description de localisation des immeubles. On entend ici par immeuble un terrain bâti ou non bâti, sur lequel on peut revendiquer un droit de propriété. Voilà dans les missions principales éventuellement du cadastre. Pourquoi il est important d'avoir un titre foncier? Pour investir, on a besoin d'un minimum de sécurité, ce qui garantit la sécurité sur le titre foncier. Donc, le titre foncier, c'est ce précieux sésame qui nous confère donc un droit de propriété sur un terrain bien précis. Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Voilà, on a eu tous des échos, par exemple, de ventes multiples ou de plusieurs titres fonciers sur un même terrain. Comment cela est possible aujourd'hui? Est-ce que cela est possible? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas lorsqu'on est dans ce cas-là? Comment on peut éviter ce piège? Il y a un titre foncier qui a été émis à Monsieur Ewanet. Moi, Madame Toniel, je veux venir acheter la même parcelle de terrain. Comment, donc après vous, comment est-il possible que j'ai un titre foncier sur que j'achète le même terrain et que j'ai un titre foncier également? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Oui, il peut arriver que, éventuellement, dans le montage d'un dossier, cas de dysfonctionnement, qu'on puisse retrouver deux titres fonciers sur la même parcelle. Et avec la modernité d'aujourd'hui, il est difficile, bien évidemment, éventuellement, de retrouver sur le même terrain deux titres fonciers. À la mesure où le Cameroun s'est arrimé vers la modernité, ce qui consiste à ce que, à chaque titre foncier, on lui donne des coordonnées issues au rattachement sur les réseaux géologiques. Donc, il est donc difficile aujourd'hui au Cameroun de parler d'un double emploi. Cela relève éventuellement du passé. Mais par contre, si aujourd'hui on peut retrouver un cas comme celui-là, c'est le cas de dysfonctionnement. Donc, s'il y a double emploi, ça veut dire qu'il y a un maillon de la chaîne qui n'a pas fait son travail. Il faut donc questionner ou à quel niveau éventuellement le travail n'a pas été fait. Ça ne peut qu'être au niveau de la conservation. Donc, cela relève de la responsabilité des conservateurs. Une fois un titre foncier établi, l'information doit retourner au niveau du cadastre, notamment la transmission des documents cadastraux au niveau du service départemental du cadastre pour la mise à jour éventuellement des documents cadastraux. Alors, étant donné que ce n'est pas du fait de l'acheteur ou du propriétaire du titre foncier qu'il peut y avoir ce genre d'erreur, quels sont les mécanismes, peut-être contentieux, qui peuvent exister pour permettre à la personne lésée, parce qu'il y aura forcément une des deux personnes qui sera lésée, de revenir dans son bon droit ou d'être dédommagé? Oui, est-ce qu'il existe un tel mécanisme? Oui, le législateur a prévu ce cas de figure. Lorsque sur le même espace, on constate qu'il y a deux titres fonciers, bien évidemment, le législateur précise très bien que les deux titres fonciers, le ministre en charge des domaines, lorsqu'il est saisi, il procède, il prend un acte qui retire les deux titres fonciers. Il faut d'abord retirer les deux titres fonciers. Et ensuite, on met sur pied une commission pour vérifier la régularité dans le cadre des procédures qui ont conduit à la délivrance de chacun des titres fonciers. Quelle est donc la procédure qui est entachée des irrégularités? Une fois que la commission a donc établi la procédure qui est émaillée des irrégularités, bien évidemment, ce titre foncier fera donc l'objet d'un constat d'unité d'ordre public. Lorsqu'on parle d'un constat d'unité d'ordre public, ce qui signifie que ce titre foncier n'a jamais existé. Donc, le ministre va donc constater dans la nullité d'ordre public de ce titre foncier qui est entaché des irrégularités en réhabilitant le titre foncier qui, bien évidemment, a respecté ou dont la procédure a respecté tout le formalisme en la matière.
D'accord, mais donc on a annulé un titre foncier, Ouais. celui qui n'a pas respecté la procédure. Le propriétaire de ce titre foncier, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il va se dire, moi j'ai suivi ce que l'administration devait faire, on m'a remis un titre foncier, il y a eu peut-être double vente, je n'y suis pour rien. Est-ce qu'il n'y est vraiment pour rien ou est-ce qu'il a quand même une erreur ou est-ce que ça relève de l'administration et dans ces cas-là, l'administration prévoit un dédommagement pour cette personne-là qui est lésée? La victime ou la personne dont l'acte en question lui porte greffe, quelles peuvent être éventuellement, soit, j'entends, on parlait des recours, on parle des réparations dans ce sens-là. C'est ça. Oui, mais la responsabilité, elle est en même temps pénale. Bien qu'elle soit sur le plan administratif, le ministre va constater le retrait ou le tribunal pourra annuler l'un des titres fonciers. Mais puisque ces responsabilités peuvent également être pénales, donc la victime peut bien évidemment saisir soit l'ordre judiciaire pour solliciter réparation dans ce sens-là. Et en ce moment-là, les acteurs qui ont œuvré dans le cadre de ce processus répondront d'une manière individuelle. On va questionner pour savoir à quel niveau la chaîne n'a pas marché. Qui a fait quoi? Qui a contribué? Qui n'a pas pu faire son travail? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur une question très importante, les différentes étapes, de manière concise, le plus concise possible et chronologique, dans l'obtention du titre foncier? Donc, j'achète un terrain. Est-ce que déjà je peux acheter un terrain sans titre foncier? Il y a deux types de propriétés qui sont reconnus. Le titre foncier et le bail amphithéotique. Maintenant, il y a un autre droit qui n'est pas reconnu, mais qui est toléré. Le droit d'utiliser éventuellement les dépendances relevant du domaine national. Parce qu'on a un droit de jouissance. Nos terrains, nos maisons, nos parents qui occupent des espaces éventuellement dans les villages et autres n'ont pas de titre foncier. Là, on est dans le domaine national. Nous sommes dans le domaine national. Mais dans lequel domaine... On peut entendre aussi terrain autochtone. Oui, je vais en venir. Il faut noter que, bien évidemment, j'ai défini le domaine national comme ce vaste étendue du territoire national qui n'appartient ni au domaine privé de l'État, ni au domaine privé des particuliers, ni au domaine public. Mais ce domaine national se subdivise en deux catégories. Vous avez le domaine national de première catégorie. Il faut pouvoir justifier que ce terrain a fait l'objet d'occupation ou d'exploitation bien avant le 5 août 1974. Ce qui signifie que si vous avez exploité le terrain avant le 5 août 1974, vous êtes éligible à l'obtention d'un titre foncier par voie d'immatriculation directe. Domaine national dans la deuxième catégorie, c'est les mises en valeur qui sont récentes, ou toute mise en valeur qui est d'ailleurs postérieure au 5 août 1974. Bien évidemment, ce terrain est éligible à la concession. La définition très simple et d'une manière simplifiée. Le domaine public est bien évidemment ce qui n'appartient à personne et appartient à tout le monde. D'accord. La route relève éventuellement d'une dépendance du domaine public. C'est pour ces raisons que la route ne vous appartient pas, ne m'appartient non plus, mais appartient à tout le monde. Donc, on ne saurait donc délivrer un titre foncier sur une dépendance relevant du domaine public. Mais par contre, on peut vous autoriser d'une manière précaire, d'une manière temporaire, l'occupation d'une dépendance relevant du domaine public. C'est une autorisation. Je pense là au trottoir, par exemple. Oui, bon, c'est que les mairies prélèvent éventuellement sur nos compatriotes qui occupent ces dépendances à des fins peut-être commerciales. Voilà, bien évidemment. Donc, maintenant, vous avez dit, quelles sont les étapes pour obtenir un titre foncier? De manière chronologique. De manière chronologique. Je prends le cas d'une dépendance relevant du domaine national. Domaine national. Donc, j'ai la preuve. Première ou deuxième catégorie? Première catégorie. Donc, j'ai la preuve que ce terrain, je l'ai occupé ou je l'ai exploité bien avant le 5 août 1974. Le législateur dit que la demande doit être déposée auprès du sous-préfet, lieu de situation de site. Sous-préfet des CA. Si nous sommes le cas, je parle peut-être le cas de Bonavéry, j'ai un terrain qui se situe peut-être du côté de Bonavéry, donc la demande doit être déposée auprès du sous-préfet et doit la 4e. Une fois que la demande est déposée, et cette demande, elle est composée de quoi? Quand on parle d'une demande, qu'est-ce qui constitue une demande? C'est la photocopie, éventuellement, de votre carte d'identité certifiée,
avec 4 exemplaires de demande. C'est des imprimés qu'il faut remplir. Hein? Donc, un exemplaire est terminé, les autres exemplaires ne sont pas terminés. Donc, dans cette demande, vous déclinez votre identité. Vous déclinez éventuellement votre affiliation. Et vous déclinez, au-delà de l'affiliation, vous déclinez également votre régime matrimonial. Parce que cela aura l'influence une fois que le titre foncier sera établi. Et ensuite, bien évidemment, il faut décrire le meuble. Il est situé où? Certes, vous n'êtes pas géomètre pour donner la contenance superficielle, mais quelle peut être la superficie approximative de ce terrain que vous voulez immatriculer? Et ensuite, le coût de l'investissement que vous avez pu réaliser sur le terrain, puisqu'on dit qu'il y a une mise en valeur. Parce que la condition, c'est la mise en valeur. Est-ce que cette mise en valeur existe? Quel peut être le coût de ce que vous avez pu réaliser sur le terrain? La demande est déposée auprès du sous-préfet de la situation du site. Il vous délivre, séance tenante, un récépissé. Dès que ce récépissé de dépôt vous est remis, à compter de ce jour, toute personne qui estime avoir des droits sur le même site a déjà la possibilité, la latitude de formuler des oppositions sur votre demande. D'accord. Donc, le sous-préfet, dès qu'il reçoit donc la demande, il vous délivre un récépissé de dépôt. Dans les 72 qui suivent, la dite demande est transmise au délégué départemental des domaines du cadre des affaires foncières, qui à son tour transmet dans la dite demande au chef service départemental des affaires foncières. Donc, l'une de ces missions consiste déjà à procéder à la publication, à la publicité de l'extrait de la demande, l'extrait de votre demande. Et dans la publicité de l'extrait de cette demande, le chef de service départemental des domaines, bien évidemment, prépare non seulement l'avis au public, la décision qui doit être soumise au sous-préfet de la situation du site, et bien évidemment, le message porté pour la convocation de la tenue de la parade traditionnelle. C'est une commission. Présent, vous avez le sous-préfet. Comme rapporteur, vous avez le chef service départemental des affaires foncières. Et comme membre, vous avez le représentant du service départemental du cadastre, le représentant du ministère de l'urbanisme, de l'habitat, si nous sommes dans un périmètre urbain, l'agriculture, lorsque nous sommes dans un périmètre purement rural. Et la notabilité, notamment le chef et ses 2 notables. Lorsque cette commission donc, va sur le site, elle a 2 missions principales. D'abord, l'une des premières missions consiste à circonscrire le périmètre qui fait l'objet de l'immatriculation. Quand on circonscrit, de manière précise. De manière précise. Lorsqu'on demande de circonscrire, c'est la commission qui implante les bornes. Lorsqu'on implante les bornes, c'est en présence des riverains, vos voisins. Vos voisins, leur présence, c'est de confirmer ou d'infirmer l'existence ou l'étendue même de vos droits sur ce terrain. Et c'est là où le législateur donne déjà la latitude, la possibilité aux riverains de formuler des oppositions séance tenante. Toute personne qui peut contester l'existence de vos droits sur le site a déjà la possibilité, d'une manière verbale, de formuler les oppositions. Séance tenante. On parle de la parade traditionnelle. Donc, il faut bien s'entendre avec ses voisins. Voilà. Vous comprenez donc qu'on ne peut donc pas borner un terrain à l'absence des voisins. Lorsque la procédure s'est déroulée normalement, le géomètre établit les plans et dans les 30 jours plus tard, on procède à la clôture du bornage. La clôture du bornage, c'est-à-dire le procès verbal des constats d'occupation, le procès verbal des bornages est transmis. Ces éléments-là sont transmis donc au délégué régional pour publication. Mais avant publication, il y a le visa du chef de service régional des affaires foncières qui est très important, qui vérifie éventuellement non seulement de la régularité de la procédure. D'accord. Il y a le tant sur le plan chronologique des dates que sur le plan de la forme, ou forme même d'ailleurs de la procédure. Donc, une fois que c'est publié, on observe bien évidemment une période de 30 jours. Cette période de 30 jours qui est réservée pour les personnes qui peuvent formuler des oppositions à la dite demande. À l'absence des oppositions, 30 jours après l'absence des oppositions, le dossier est transmis au conservateur qui a une nouvelle responsabilité. L'une de ces responsabilités consiste à vérifier tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond la régularité même d'ailleurs de la demande. Une fois que le conservateur constate que la procédure en elle-même, elle a été régulière. Donc il constate à 2 reprises. Oui. La première fois,
Ensuite, il y a inscription. Oui, il constate d'abord au niveau de la demande, d'abord sur le plan de la forme. Sur le plan de la forme, est-ce qu'il y a une demande qui a été rédigée? Oui. Est-ce que la demande est datée? Oui. Est-ce que la demande est signée par le requérant? Oui. Est-ce que la demande contient tel? Est-ce que le dossier, même au-delà de la demande, est-ce qu'on a un récépissé de dépôt? La preuve, est-ce que le dossier a été déposé auprès du sous-préfet, le des situations de site? Est-ce que la commission a siégé? Et un procès verbal, dressé par la commission des constats, la commission des constats d'occupation et d'exploitation. Est-ce que le terrain a été borné? Oui, il y a un procès verbal de bornage, d'immatriculation, du moins signé par le géomètre assermenté. Est-ce que le dossier a fait l'objet d'une publication? Oui, il y a le bulletin qui clôture éventuellement la vie au public, qui clôture la vie des bornages. Une fois que le conservateur a vérifié donc que sur le plan de la forme, que sur le plan du fond également, la procédure en elle-même n'est pas entachée d'irrégularité, il procède à la signature du titre foncier. On fait le titre foncier sur domaine national. Sur le domaine national. Première catégorie. Oui. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne vont pas avoir de terrain avant 74. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas-là? Oui. Je voudrais relever que... Pour la deuxième catégorie. Oui. Quand vous lisez les dispositions de l'article 9, le décret 76/165, fixant les conditions d'obtention du titre foncier, le législateur a mis deux conditions pour obtenir un titre foncier par voie d'immatriculation directe. Donc, lorsqu'on est citoyen camerounais, ça veut dire qu'on est éligible. La deuxième condition, elle est relative à la mise en valeur. Pas l'âge, la mise en valeur. Le législateur a évoqué la date de la mise en valeur. Si vous êtes auteur de mise en valeur et que ces mises en valeur sont récentes, vous allez vers la concession. La concession, c'est pratiquement la même procédure que l'immatriculation directe. C'est donc lorsque le titre foncier est donc signé, qui peut donc commencer à faire l'objet donc de plusieurs mouvements, de plusieurs mutations. Il peut être aliéné partiellement, c'est-à-dire c'est le terme qu'on utilise pour morcellement, c'est-à-dire que un usager qui a un terrain de 5000 m² par exemple, peut donc décider de vendre 1000 m². C'est une procédure de morcellement. Et en droit, on parle de détacher une parcelle ou plusieurs parcelles ou plusieurs lots d'un grand ensemble pour former un nouveau titre foncier distinct. Donc, c'est une procédure de parcellisation. Si c'est la mutation, ça veut dire que vous avez un terrain de 1000 m², vous vendez dans la totalité de votre titre foncier à un tiers. C'est une mutation. Si je fais par exemple, je vois ce terrain, c'est un terrain autochtone, il n'est pas titré, j'accompagne le propriétaire autochtone à titrer le terrain et ensuite à faire un transfert de titre foncier en ma personne qui l'a aidé à obtenir. Quel est le risque dans ce cas-là? Oui, le risque, d'ailleurs, tout projet, il n'y a aucun projet aujourd'hui qui n'a pas de risque. Vous avez si bien dit, accompagner les populations autochtones à sécuriser leur espace vital, qui plus tard peut faire l'objet éventuellement d'un transfert de propriété. Ça a des risques. Des risques dans la mesure où, oui, au moment où le titre foncier n'est pas encore établi, parfois on prend des engagements qui plus tard ne peuvent pas être respectés. C'est un risque. Maintenant, il faut s'entourer d'un minimum de garanties lorsqu'on va accompagner les populations autochtones. Il faut toujours assister par des actes notariés. Ça peut être un protocole d'accord, ça peut être des conventions. Ces conventions qui, bien évidemment, il y a ce qui vous lie, ce qui lie des parties. C'est-à-dire que vous êtes en ce moment dans une relation contractante où chaque partie est tenue de respecter éventuellement les clauses contractuelles. D'accord. Donc là, votre conseil d'établir un protocole d'accord qui va pouvoir nous protéger sur les accords et les termes, parce que moi, les pièges que je peux voir, les différents pièges que je peux voir, c'est premièrement que le titre foncier ne me soit pas accordé. Voilà. Donc c'est un protocole d'accord disant que après l'établissement du titre foncier, voilà, telle partie me sera vendue. Voilà. Donc ça, je me protège auprès d'un notaire en enregistrant cet acte et ce protocole. Quel serait le conseil que vous donneriez à une personne qui souhaite investir dans l'immobilier et acheter un terrain? Quel est le conseil? J'ai noté déjà que si c'était un terrain autochtone, de réaliser un protocole d'accord et d'aller vers des terrains titrés également. Mais est-ce que vous en avez peut-être d'autres? Oui, le Cameroun offre aujourd'hui
de nombreuses opportunités. C'est une terre d'attractivité, une terre, le pays est prêt à accueillir des investisseurs, accompagner même d'ailleurs nos compatriotes à réaliser des grands projets. Alors, vous savez très bien que le titre foncier reste tellement prisé par les établissements bancaires. Ouais, c'est pour ces raisons que le titre foncier, oui, pour ceux qui veulent acquérir, lorsque le terrain est déjà titré, il faut toujours se faire encadrer par un notaire. Engager la responsabilité du notaire dès l'entame même du processus. S'informer, c'est la première étape pour éviter les pièges. Donc merci à Monsieur Ewanet de nous avoir partagé ses connaissances. Et n'oubliez pas de vous abonner.